s'il s'avère que ces molécules s'assemblent pour donner un être vivant, quel qu'il soit, quelles sont les lois qui vont régir le fonctionnement de cet être vivant? La biologie. Et la biologie d'un dauphin va être différente de la biologie d'un être humain ou d'une girafe. Maintenant, si on va dans du macro, on peut aller dans du géologique, par exemple. Qu'est-ce qui fait que ces plaques tectoniques s'articulent entre elles et des soulèvements de plaques donnent des tsunamis qui vont avoir un impact global sur toute la planète? Donc on est là dans de la tectonique des plaques, la géologie, avec un horizon qui est un horizon de millions d'années et des forces immenses. On va encore plus haut. On va au niveau de la formation de l'univers, tel que l'a décrit la science moderne. 13 milliards d'années. 13 milliards d'années. Cette Terre a 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez l'ensemble des connaissances et ce pouvoir qui est présent, non pas tapis au cœur de la matière quelque part, qui est quelque chose d'extrêmement subtil, et quelque chose d'insaisissable et qui serait tout petit. Il n'y a pas de constituant élémentaire de la matière, il n'y a pas de briques, ou il n'y a pas plusieurs briques qui, en s'assemblant, forment l'univers. Est-ce que vous voyez la portée de ce que les Vedanta nous invitent à voir? Il est en train de déconstruire, je suis en train et vous êtes en train de voir ici, une déconstruction de la solidité et de la tangibilité des choses que vous connaissez. Tout ce qui est ici, n'est que du logiciel. Pour employer un mot qui peut-être résonnera à vos oreilles. On n'est pas dans du hardware qui est relié par du logiciel. On n'est pas par quelque chose dans du solide qui est régi par juste des lois. Quand j'examine quoi que ce soit, tout s'évanouit et je ne vois que de la connaissance. À tous les niveaux, partout. Tout ce qui est ici, c'est que de la connaissance. Une connaissance avec un pouvoir infini et qui se manifeste sous toutes ces différentes noms et formes, auxquels nous allons donner des noms différents. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Le deuxième point, on va aller encore plus loin dans notre réflexion de cet examen de la cause de l'univers. Donc il semblerait que, donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Le Vedanta nous révèle, et vous pouvez l'apprécier ici et maintenant, la présence d'une cause qui est présente partout. Dans les objets, dans les êtres vivants, qui est présente aussi sous la forme des différentes lois qui régissent les relations entre tous ces objets et êtres vivants, et à tous les différents niveaux, du micro au macro. Une cause qui est présente en toute chose, qui est présente, alors il y a une expression en anglais, je ne sais pas comment la traduire en français, in and through, qui est à l'intérieur et au travers. Comme le cuivre, où est-ce qu'est le cuivre? Ici, les atomes de cuivre sont où? Est-ce qu'il y a un endroit de cette lampe où les atomes de cuivre ne sont pas? Il est ici. On ne peut pas dire que les atomes de cuivre, admettons qu'on s'arrête à les atomes de cuivre comme étant la cause de cette lampe. Est-ce qu'il y a un endroit de cette lampe où les atomes de cuivre ne sont pas? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'atome de cuivre est tout au fond. En fait, il est partout. Quand je touche cette lampe, en fait, je touche du cuivre. Okay.
De la même manière, si on étend, je dirais, cette réflexion et cette relation de cause à effet à l'ensemble de l'univers, y a-t-il un endroit, je vais vous inviter maintenant, donnez-moi un endroit où cette formidable intelligence et ce pouvoir n'est pas. Dites-moi. Où? Est-ce que quelqu'un peut trouver un endroit où cette intelligence et ce pouvoir infini n'est pas? Pardon? L'espace. L'espace? Qui est-ce qui a dit ça? Je peux vous voir? Ah, ok, d'accord. L'espace. Donc, je ne vous vois pas, mais voilà, très bien. L'espace et le temps. D'accord? L'espace, d'accord. Donc l'espace, vous savez que c'est une bonne question, parce que l'espace, a priori, n'a pas d'attribut. D'accord? Et il semblerait que l'espace contient aussi toute chose. Que tout se passe à l'intérieur de l'espace. Et en fait, notre vision de l'espace, c'est que c'est un espèce de support neutre dans lequel tout évolue. Mais l'espace lui-même, est-ce qu'il existait, cet espace, avant l'apparition de l'univers? En fait, avec l'émergence de l'univers, est apparu l'espace et le temps. C'est pas qu'il y avait un espace qui était là présent de toute éternité, et il y a eu, paf, des petits objets qui sont tombés, ou des grandes boules d'énergie en fusion, et voilà, la création du monde et la manifestation de l'univers est intervenue. Non. L'espace lui-même et le temps est soumis à certaines lois. Et ont perdu leur caractère absolu. L'espace lui-même, la cause de l'espace lui-même est cette intelligence. Qu'est-ce qui fait que l'espace a cette capacité de s'incurver au voisinage d'un objet lourd? C'est ce que montre Einstein, d'accord, dans ses théories. Et le trajet de la lumière se voit incurvé au voisinage d'un objet lourd. L'espace lui-même a certaines propriétés. Qu'est-ce qui fait que l'espace a ces propriétés-là? Cela est régi aussi par des lois de la physique. Là aussi, on est dans le domaine de la connaissance. Il y a une intelligence qui est responsable et qui fait que l'espace se comporte tel qu'il est. Et je peux étendre ça aussi au temps. Donc c'est une bonne question. Hein. Merci d'avoir donné ça. Donc même l'espace et même le temps, donc je vais venir au temps maintenant, n'échappe pas ou n'est pas en dehors de cette immense, je dirais, un mot qui peut-être peut vous aider à cerner la nature de cette intelligence et de ce pouvoir, de ce champ qui englobe toute chose. Le temps. Le temps, c'est important. Le temps et l'espace. L'univers tel qu'on le connaît est ce qui est connu. Ce qui est connu est ce qui se déploie dans le temps et dans l'espace. Donc on pourrait se dire, si cette intelligence et ce pouvoir sont la réalité de cet univers tel que je le connais, qui se déploie dans le temps et dans l'espace, cette intelligence est en quelque sorte, est-ce que cette intelligence se limite uniquement à ce qui est manifesté et ce qui s'offre au regard, à mon regard, au regard des différentes disciplines de la science, au regard des physiciens qui étudient les lois, au regard des biologistes, au regard des psychologues, au regard des économistes, au regard des sociologues, au regard des géologues? Est-ce que cette intelligence se limite uniquement à ce qui est manifesté? Non. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que ce qui est manifesté est à la limite de l'identité humaine. Ok. De l'échelle de l'espace et du temps. Très bien, d'accord? Donc, le manifesté est limité par quoi? Notre moyen d'arriver et d'accéder à la connaissance de ce qui est manifesté. Donc on est dans le domaine du connu. Et ce à quoi on peut arriver
par notre perception et nos moyens de raisonnement et nos moyens d'observation, que ce soit du télescope ou du microscope électronique, etc., etc. Donc, dans cet univers manifesté, il y a du connu, ou du connaissable, et il y a aussi de l'inconnu, qui va peut-être un jour devenir du connu. Et une grande partie aussi de l'inconnu va se dérober aussi à nos outils d'investigation. Pour l'instant. Où est la limite, on ne sait pas. Donc, le premier élément ici, ce qui est important, c'est que on est en train maintenant de dire cette intelligence et ce pouvoir qui pénètre toute chose. Non seulement pénètre ce que l'on connaît, c'est-à-dire cette Terre, cette galaxie de la Voie lactée, au-delà la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années-lumière, c'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée. Donc c'est la distance entre nous et la galaxie la plus proche. C'est une distance que parcourt la lumière à 300 000 km/s pendant 2,5 millions d'années. Et c'est juste notre voisine. D'accord ? Je veux que vous preniez conscience, quand on dit l'univers, et quand on dit connu et inconnu, de cette dimension. Et donc, en conséquent, je veux que vous preniez conscience de cette formidable, quand je dis infini, intelligence universelle ou infinie, je veux que ces mots portent. Et c'est pour ça que je vous parle de la galaxie d'Andromède. Et je peux aller encore plus loin. La galaxie d'Andromède et la galaxie de la Voie lactée elles-mêmes sont situées et forment avec 200 autres galaxies, qui chacune des galaxies contiennent 200 milliards d'étoiles, forment ce qu'on appelle le groupe local, un groupe local. Le groupe local aussi, quand on l'assemble avec d'autres groupes de galaxies qui sont comparables à ce groupe local, forme l'amas de la Vierge. Puis le super amas de la Vierge. On arrive à des dimensions extraordinaires. Et nos petites navettes spatiales, pour l'instant, tournent autour du système solaire. Le Soleil a 8 minutes lumière, 120 millions de kilomètres. Jupiter, etc., Mars, qu'on commence à connaître un peu, dont on commence à découvrir à peine, je dirais, les caractéristiques, très proches. Très proche. Vraiment, le Soleil, 8 minutes lumière, 120 millions de kilomètres, c'est rien à l'échelle de l'univers. Donc cette intelligence qui fait que ces planètes, ces galaxies, ces superamas, ces groupes locaux de galaxies, ces milliards et milliards d'étoiles sont ce qu'ils sont, n'est pas épuisée par ce qui est connu de nous. Il y a une part d'inconnu, et qui, pour une part, va devenir du connu, et l'autre qui reste de l'inconnu. Au-delà de ce qui est manifesté, maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose au-delà du manifesté? Qu'est-ce qui fait que le manifesté est ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait que ceux qui étaient présents, qui n'étaient pas présents il y a 10 ans, ou il y a 10 millions d'années, ou il y a 3,5 milliards d'années, qu'est-ce qui a fait que ceux qui étaient uniquement à l'état non manifesté est devenu manifesté 10 ans plus tard, 1 million d'années plus tard, ou 3 milliards d'années plus tard? Qu'est-ce qui régit ce passage du non manifesté au manifesté? Réalisation. Pardon? La réalisation. À nouveau, cette intelligence. D'accord? Cette connaissance. Cette intelligence serait un mot plus juste. Et ce pouvoir infini. Qui sans cesse fait basculer les choses d'un état non manifesté à manifesté. Les cheveux blancs ou l'absence de cheveux que j'ai sur ma tête, parlons des cheveux blancs, je n'avais pas de cheveux blancs, vous n'aviez pas de cheveux blancs, pour certains d'entre vous, il y a quelques années. Qu'est-ce qui fait que c'est passé du non manifesté au manifesté? Qu'est-ce qui a fait qu'un enfant naît? Il y a des lois aussi ici. Vous voyez, il y a un ordre aussi ici.
qu'on va décliner à nouveau en ordre physique, en ordre biologique, en ordre physiologique, etc., etc., etc. Donc dans la vision du Vedanta, quand on examine la cause de l'univers, on se rend compte que cette cause est présente en toute chose, partout, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, et est responsable de ce passage du non manifesté au manifesté. Ok ? Le deuxième point, c'est que rien, c'est le corrélat de cette proposition, si c'est présent en toute chose, rien n'est en dehors de cette intelligence et de ce pouvoir infini. Tout se situe à l'intérieur. Et ici même, dans mon corps, alors même que je parle, cette intelligence est à l'œuvre. C'est 100 milliards de cellules de mon corps. Toute la coordination extraordinaire qui est requise pour que je puisse à la fois vous regarder, déplacer mon regard, en même temps bouger la main, en même temps digérer et assimiler l'eau que je viens de prendre. Cette intelligence est aussi à l'œuvre maintenant même pour réparer ou me préparer, parce que j'ai eu un coup de froid, je dois le dire, quand je suis arrivé à La Réunion, d'accord ? C'était la mousson en Inde. Donc ce corps aussi, en ce moment même, m'a préparé en boostant mon immunité et m'a aidé à gérer cet écart de température. Donc vous voyez que c'est présent ici même. C'est pas quelque chose qui est un objet de croyance. On n'est pas dans le domaine de la croyance. On est dans le domaine de quelque chose qui peut être vu, apprécié, transmis par certains mots, par une certaine méthode. Donc c'est ça le Vedanta. D'accord ? Pour certains qui ne savent pas ce que c'est que le Vedanta est cette voie qui nous permet, par des mots, par une tradition d'enseignement, qui dispose d'une méthodologie extrêmement sophistiquée, évoluée, qui nous permet de découvrir des choses qui sont devant nous et nous invite à voir d'un œil nouveau ce qui est déjà là. Alors, passons maintenant aux conséquences, ou relevons quelques points au sujet de maintenant du point où nous sommes arrivés. Cette intelligence et ce pouvoir n'a pas une localisation précise. D'accord ? Ça, je pense que c'est clair pour tous maintenant. Quelque part dans un monde, il n'y a pas la cause de l'univers qui serait séparée de l'univers. Non. Cette intelligence et ce pouvoir, ou ce n'est pas non plus une entité. Une entité qui a des attributs. Des attributs comme étant on parle par exemple dans certains milieux indiens, certains milieux hindous, et on choisit de parler de cette cause en disant c'est un Dieu d'amour. Cette cause a un attribut qui est un amour universel. Alors vous voyez bien que il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que cette formidable intelligence et ce pouvoir peut être restreint dans sa définition par un mot comme amour ? Ça veut dire qu'il est partiel ?
Ça veut dire que les lois de cet amour, c'est une entité d'abord, qui a un attribut qu'on va qualifier d'un être, d'un amour universel. Alors que dire à ce moment-là de la violence? Que dire de la souffrance? Que dire du chaos? Donc vous voyez que cette vision, si on parle d'une vision, d'une cause, qui est une intelligence et un pouvoir infini et qui est présent en toute chose, on évite cet écueil qui est de dire c'est une entité qui est située quelque part et qui est responsable de la souffrance de toute chose, la souffrance des êtres humains, ou qui est un être sadique, qui se plaît au malheur des hommes. On n'a pas d'entité, on ne parle pas ici d'entité qui soit distincte de la création, distincte de l'espace et du temps, distincte des êtres vivants. Elle est présente en toute chose. Est-ce que vous voyez ce point qui est extrêmement important, d'accord, qui différencie, je pense, et qui donne une autre dimension à cette vision des choses, à cette vision de la réalité. C'est une orientation qui est difficile à... L'orientation habituelle qu'on a, c'est qu'on pense que cette cause de l'univers est une entité différente de l'univers et qu'elle a des attributs. Donc dans ce sens-là, le Vedanta nous aide à voir que ce n'est pas le cas. Alors maintenant, vous pouvez me dire, ok, bon, cette cause de l'univers, c'est une intelligence extraordinaire, immense, dont j'ai du mal à appréhender les dimensions, avec un pouvoir infini, de faire manifester et dissoudre, et revenir, et remanifester tout cet ensemble, tous ces événements, toutes ces actions, relier les choses les unes aux autres, suivant des lois de cause à effet. Et en quoi ça change ma vie, tout ça? Ça a l'air bien abstrait, tout ça. Quelle est la répercussion que ça a sur ma vie? Je vois pas. Donnez-moi quelque chose qui puisse compter dans ma vie, qui puisse changer ma manière de vivre les choses. Ça c'est bien, c'est de la philosophie, tout ça. C'est bien joli, mais ça reste de la philosophie abstraite. C'est juste une vision. C'est peut-être une connaissance qui peut être utile, mais en quoi c'est aussi un art de vivre? En quoi je peux intégrer cette vision de cette présence, de cette intelligence et ce pouvoir qui est présent en toute chose? En quoi je peux l'intégrer dans ma vie et faire que je puisse vivre mieux avec cette vision des choses? Donc la première chose, et là je voudrais, puisque je suis dans le cadre de cet ashram, donner un exemple de la culture indienne, que certains d'entre vous, je pense, connaissent, qui est l'exemple du soleil. Quelle est l'attitude que nous avons vis-à-vis du soleil? L'attitude habituelle. Ok, c'est un astre qui donne la vie et qui règle le jour, l'alternance du jour et de la nuit. C'est un objet dans le ciel qui se déplace suivant certaines lois. J'aime bien me bronzer à son contact en été, et sa présence me manque en hiver. Quelle est la vision du soleil que va avoir un scientifique? Et maintenant, quelqu'un qui a cette connaissance-là. Le soleil. Je regarde le soleil, je vois une intelligence extraordinaire à l'œuvre. Qu'est-ce que je vois? Je vois 4 millions de tonnes chaque seconde de la substance du soleil. 4 millions de tonnes, ça fait 100 000 éléphants. Chaque seconde, 100 000 éléphants de la masse du soleil est converti, de l'hydrogène, est converti en hélium.
un processus de fusion qui dégage toute cette énergie du Soleil. À chaque seconde, 100 000 éléphants, l'équivalent de 100 000 éléphants, de la masse du Soleil convertie en énergie, ce qui nous permet de vivre. Faites. Plus loin, allons plus loin. Imaginez l'intelligence et le pouvoir qui est derrière le Soleil pour faire du Soleil ce qu'il est. Je ne parle pas de l'objet juste physique du Soleil, je parle de ce qui fait que le Soleil est ce qu'il est. De cette cause de l'univers qui se manifeste dans ce phénomène extraordinaire qui est le Soleil et sa capacité à dégager cette énergie. Et cette générosité immense du Soleil. De sa propre substance, chaque seconde, 4 millions de tonnes. De tonnes. Quelle générosité. C'est incroyable. Alors, vous avez dû voir, pour ceux qui sont allés en Inde, la manière dont cette vision de l'un se transcrit dans le rapport qu'a l'être humain, cet Indien, au soleil. Il va saluer le soleil, il va se lever avant que le soleil ne se lève. Et cette vision est aussi une vision qu'on va rencontrer dans de nombreuses traditions soi-disant primitives. D'accord ? En Afrique, je suis sûr, en Chine, en Amérique du Sud, on a cette vision de cette intelligence qui est omniprésente et qu'on salue et qui se manifeste à travers ces phénomènes naturels et dont on salue l'arrivée, on attend l'arrivée le matin avec révérence, avec gratitude, avec une fascination, avec émerveillement. Je salue le soleil quand il se lève et je le remercie. Ce n'est pas le soleil que je remercie, c'est la force qui est présente derrière le soleil, qui fait du soleil ce qu'il est. L'intelligence qui fait que toute cette vie qui est dans cette terre est possible, par l'intermédiaire du soleil. Donc je salue cette intelligence et je le remercie de la contribution qu'elle donne dans ma vie. Premier élément. Donc les phénomènes, ces objets célestes qui nous semblent être juste des objets perdus dans l'immensité de l'espace, acquièrent une autre dimension. De la même manière, l'eau. Donc pour ceux qui sont allés au bord du Gange en Inde, quelle est l'attitude qui émane de cette vision, de cet un qui est présent en toute chose et qui se manifeste sous la forme du soleil et qui se manifeste aussi sous la présence de l'eau, sous la forme de l'eau, et en particulier du Gange. C'est extraordinaire de voir ces femmes qui se rendent au bord du Gange et qui font des offrandes de fleurs, des offrandes de lait, et qui montrent une lampe et qui la célèbrent comme une manifestation de cette intelligence qui est présente partout. Une intelligence aussi qui se présente, qui se manifeste sous la forme de cette eau, qui leur permet de boire, qui leur permet de laver leur linge. On les voit laver leur linge, on les voit prendre cette eau et de la filtrer pour la boire. On les voit aussi se purifier dans cette eau du Gange. Parce que ce n'est pas juste de l'eau physique, c'est de l'eau qui est empreinte de la présence de quelque chose d'autre qui fait que cette eau est ce qu'elle est. Donc le rapport à ces éléments de la nature change. Je fais partie d'un tout. Et je suis éveillé à la présence de cette intelligence sous différents niveaux, à différents niveaux. Plus proche de nous, au-delà des éléments et des forces de la nature. D'accord ? Cette présence dans la nature qui fait que nous sommes extrêmement tranquilles quand nous sommes dans un paysage naturel. Pourquoi est-ce que vous êtes tranquille dans un paysage naturel, devant la mer ?
ou à regarder le ciel étoilé. Pourquoi? Parce que vous ressentez votre connexion avec le tout. Vous redécouvrez une connexion que vous avez perdue avec le tout, qui est là de toute éternité, cette connexion. Notre civilisation a perdu le contact avec le tout. La vision que nous avons des choses est une vision mécaniste avec des objets inertes, des éléments inertes, et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui est. Et c'est cela qui est la source de tout notre malaise, de notre sentiment d'aliénation, de notre sentiment d'être isolé, séparé. Et cette rigidification qu'on a en tant qu'individu, je suis tout petit face à l'immensité de l'espace, à l'immensité des forces. Non, là, non. La vision change totalement. C'est une vision d'un individu qui s'émerveille devant la présence de cette intelligence et de ce pouvoir en toute chose. Vous voyez le basculement et le changement complet de perspective que cela induit? Ça, c'est un